bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Jeanne Wagner, lui s'appelle Nils Urbich, ils sont avec nous, ils représentent le réseau Tiono. Jeanne, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, bonjour Nils. Bonjour. Alors, on parle depuis ce matin avec Samuel de ce fameux réseau Tiono. On va expliquer en long, en large et en travers qu'est-ce que ce réseau et surtout comment nous, citoyens lambda, on peut y participer. Ça existe depuis 3 ans. Tout à l'heure, on a essayé de résumer ça en une phrase. C'est un réseau participatif. C'est bien ça ? C'est ça exactement. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la science participative. Ouais. Donc la définition qu'on donne en général, c'est quand un organisme à vocation scientifique fait appel donc au grand public pour les aider à la collecte de données donc dans un but scientifique. Donc le but c'est quoi? On est sur le lagon avec Samuel là ce week-end. On va partir, on va prendre un petit bateau. Bon, Samuel, c'est peut-être pas le bon exemple. Non. Mais on va... non, les plaisanteries à part. On part sur l'eau et on fait des observations. Et là, des observations, on doit, si on veut participer à ce réseau, vous informer de ce qu'on voit. C'est exactement ça. Donc, on peut renseigner ce qu'on observe sur l'eau. Donc, il y a plein d'espèces qui sont ciblées par le réseau, mais on peut aussi renseigner toute autre espèce qui nous semble importante. Ouais. Donc, aujourd'hui, les groupes qui sont ciblés, c'est les mammifères marins, bien évidemment. Nous avons aussi nouvellement l'avifaune, les invertébrés marins, donc les mollusques protégés. On a les poissons emblématiques, on a les tortues, on a les requins, on a les raies, voilà. Mais j'allais dire, Jeanne, Nils, on sait grosso modo ce qu'on a. On a le sentiment qu'on sait, il faut aller plus loin dans l'observation. Alors, on sait qu'on a des tortues, on sait qu'on a des dauphins, on sait pas exactement combien on en a, mais on a le sentiment qu'il faut aller encore plus loin. C'est exactement ça. Le lagon est très très grand et nous avons finalement encore peu de connaissances sur ce lagon. Donc c'est vraiment dans un objectif de compléter les inventaires sur ce qui existe. Et aussi d'avoir quelques idées sur où sont ces espèces, à quel moment, quels sont leurs habitats préférentiels, etc. etc. Mieux les observer, c'est mieux les comprendre, donc mieux les protéger. Nils ? C'est ça, exactement, oui. Ouais. Alors, est-ce que ces observations, aujourd'hui, vous avez eu des remontées qui vous ont époustouflé, du style, je sais pas, une nouvelle espèce ou quelque chose auquel on ne s'attendait pas ? Justement là récemment on est en train de relancer d'essayer de réactiver un petit peu à fond le réseau, et là on a un observateur il y a pas longtemps qui est d'ailleurs ça se trouve il va se reconnaître, qui est plongeur qui est plongeur professionnel et qui est parti dans le sud et qui nous a partagé donc une observation particulière. Donc il a pensé, et d'ailleurs il nous a partagé ses remarques et ses photos, que il a pu observer un comportement de reproduction de requins à pointe noire. Donc c'est quelque chose moi depuis le peu de temps que je suis ici j'ai jamais entendu ça, et puis même les autres ça les surprend beaucoup aussi, et c'est très intéressant comme observation. Alors qu'est-ce que vous faites, Jeanne, de ces observations qui remontent, ces dizaines, ces centaines d'observations qui remontent, ça fait déjà 3 ans, on rentre dans la 4e année, vous en faites quoi de ces observations ? Alors déjà, quand ils arrivent dans notre plateforme web, ils sont stockés sur une base de données, et cette base de données, elle est validée par le parc. Donc chaque observation passe par un observateur Tiono du parc qui valide oui ou non si elle est cohérente ou pas. Une fois validée, elle va directement dans notre base de données qui est donc analysée régulièrement, et par exemple tous les ans on fait un bilan de tout ce qui a été observé, et ça nous donne des résultats assez intéressants nouveaux sur ces espèces. Les scientifiques s'intéressent à vos résultats ? Est-ce qu'ils peuvent se servir de vos résultats pour comprendre certaines choses ? Oui, justement, grâce à Tiono, on arrive à mieux cibler certains comportements observés, on va dire, et ça nous permet aussi de préparer des campagnes de recherche. Par exemple, en 2010, quand on a eu le blanchissement, l'épisode de blanchissement massif des coraux, tout le monde disait c'est El Niño. Oui, c'était ça. C'était effectivement El Niño, mais du coup, les observateurs, ils nous ont permis de dire, voilà, ça commence à blanchir à ce moment-là, à cet endroit-là, et ça nous a permis de mieux planifier nos campagnes de terrain pour là faire un suivi à grande échelle. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Comment ça fonctionne ? Je suis sur l'eau avec Patrick. On voit une baleine à bosse. Un exemple bateau, justement. Je prends mon téléphone, je vous appelle et je dis là je suis à quelques encablures de Mandrélé.
J'en ai vu une baleine, je crois que c'est une baleine. Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a un support derrière, hein. Alors oui, il y a un support, donc ça passe pas forcément directement par l'appel du parc, mais du coup, en ce moment, on est en train de développer un nouvel outil, mais sinon, jusqu'à maintenant, en fait, une fois rentré chez nous, on pouvait, c'est pour se souvenir bien de l'observation, en fait, on distribuait des fiches d'observation, donc sur lesquelles il y a toutes les informations les plus importantes qui nous intéressent, plus certaines informations complémentaires et donc la localisation très important où du coup on a une grille de localisation qui nous permet de cibler exactement si à plusieurs tailles de précision différentes si jamais on n'est pas exactement sûr de là où on est et ensuite quand on rentre chez soi qu'on va sur la plateforme web Tiono donc www.tiono.fr et bien donc ça reprend un petit peu le même schéma de cette fiche d'observation et donc on re-remplit exactement donc comment on a observé donc l'animal et on le partage et ensuite ça passe par la validation d'un des observateurs du parc. Vous appuyez sur quoi pour dire ok, cette information elle est juste, elle est vraie, elle est valable, on peut la transmettre? Alors bien évidemment, on compte sur sur la bienveillance des. Mais bien sûr. Mais il peut y avoir des petits rigolos. Imaginez que ça, mais moi. Eh bien, parce que si un petit rigolo, il sait un petit peu si jamais la personne s'y connaît un peu, il peut nous partager une observation qui au final nous on va pas pouvoir s'en rendre compte mais elle sera fausse mais sinon nous avec les connaissances qu'on a acquis avec il y a certaines tendances qui sont présentes et du coup on peut se dire là c'est bizarre et dans ce cas-là on va contacter la personne par exemple pour les requins à pointe noire dont je vous parlais là en fait ça nécessitait des précisions, des photos. Du coup, j'ai envoyé une série de mails à cette personne pour avoir des précisions et pour comprendre mieux les conditions de l'observation. Et vos résultats sont publics? On peut les consulter sur le site? Bien, du coup, ils sont sur le site. Il y a une partie des résultats qui sont présentés, donc sous forme de cartes, de cartes de répartition. Ouais. Quand on publie les rapports d'activité aussi, il y a un certain nombre. En fait, on fait des fiches espèces et des fiches par famille d'espèces. Où du coup, on essaie de donner tous les résultats les plus intéressants qu'on a eus. Et ensuite, sinon, la base de données en tant que telle, elle n'est pas publique. D'accord. Jeanne, tout à l'heure, vous nous parliez, parce que je pense à ça, parce que je vois ces images de Tursiope, si je dis pas de bêtises, hein, c'est le fameux grand dauphin. C'est Flipper, en quelque sorte. Presque Flipper. Mais c'est pas flippant. Hein. C'est pas flippant. Mais oui, c'est monsieur qui fait les blagues régulièrement dans l'émission. Non, plaisanterie à part. Les différents événements que l'on a connus ces derniers temps, notamment les séismes, est-ce que vous avez pu avoir des observations sur des réactions sur les animaux ou des conséquences sur les animaux? Alors, ce qui nous est remonté, c'est clairement que les dauphins semblent réagir à ces séismes, ce qui n'est pas du tout étonnant parce que c'est des animaux qui sont très sensibles à tout ce qui est acoustique sous l'eau. Ils ont vraiment une ouïe très très sensible. Donc, à ce qui paraît, il y aurait beaucoup moins d'observations et particulièrement de petits delphinidés comme ceux du genre Stenella, donc les dauphins à long bec et les dauphins tachetés. Et alors, ils auraient peur du séisme? En tout cas, ils auraient peur. Oui, alors c'est les bruits vraiment qui les effraient. Peut-être ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ou alors, en même temps, personne ne leur a expliqué. Hein. Voilà. Ou alors peut-être c'est gênant tout simplement parce que c'est comme nous, on n'aime pas trop les bruits forts, ça nous fait un peu peur. Donc eux, ça peut être la même réaction. Et par contre, on a quelques observations du coup dans l'ouest plutôt, donc vraiment à l'opposé de l'épicentre. Et pour les baleines, c'est pareil? Elles sont sensibles à ça? Eh bien, du coup, justement, la saison avait du mal à commencer. Là, les opérateurs nautiques nous disent que elle commence à arriver depuis ce week-end en l'occurrence. Mais si on compare avec Madagascar ou la Réunion, cette saison a déjà commencé depuis un petit moment. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les séismes que l'on connaît, même à faible amplitude ou magnitude, on a vu que hier il y en a encore eu un à 4.0, eux les animaux le ressentent. Et donc c'est clair, ça a une incidence sur les baleines, donc moins d'observation. Bien, s'ils le ressentent, ça, c'est sûr, en vue de la biologie de ces animaux. Mais sinon, est-ce qu'on peut en être sûr que c'est ça? On pourra jamais le prouver. Mais quand même, il y a de fortes chances. Disons qu'on se mouille pas énormément en disant que ça a une influence. Après, laquelle exactement? Ça, c'est une grande question. C'est justement pour ça qu'on a vraiment besoin à ce que tout le monde contribue au réseau, parce que les données de tout le monde nous intéressent. Est-ce que vraiment ces dauphins ne sont plus à l'est? Et est-ce qu'ils vont revenir une fois que l'essai est terminé? Donc tout ça, ce sera très intéressant à suivre. Donc on a besoin des données de tout le monde, des observations de tout le monde. Une question qui vient d'arriver. Je ne suis pas du tout un spécialiste. Je ne sais pas faire la différence entre un grand dauphin et un petit dauphin. Est-ce que je peux vous être utile quand même?
Eh bien, justement, oui, parce que on demande aux observateurs de, même s'ils sont pas sûrs, de partager. Du coup, avec une photo, c'est mieux, comme ça, nous, on Bien peut sûr. vérifier. Ouais. Mais sinon aussi, c'est dans les réseaux de sciences participatives, c'est important pour nous de faire un travail d'animation assez important. Et on fait toute une série d'outils qui permettent aux moins expérimentés de pouvoir s'entraîner. Donc, on a des plaquettes d'identification qui permettent d'avoir les différentes caractéristiques des différentes espèces. Et puis, on fait aussi des posters, par exemple, pour les requins, les mammifères marins. Et sur le site internet, on a aussi toute une partie qui est un guide d'identification et qui nous permet d'avoir un peu tous les détails sur les espèces pour mieux les identifier. Sam, Donc nous sommes tous des Tiono, si nous le voulons. Exactement. ça veut dire quoi, Tiono? Tiono, ça veut dire j'ai vu. J'ai vu. Et Ouais. donc ça parle à la question, mais qu'est-ce que tu as vu? Ben oui, forcément, forcément. Alors, dans un petit film que vous nous avez fait parvenir, dont on va voir quelques images, voilà, à l'instant, on voit des gens avec un document sur un bateau. Ce document, on doit l'avoir quand on fait l'observation ou on le remplit après? Alors ce document, on doit l'avoir aujourd'hui encore. C'est une fiche d'observation qui permet de relever les informations qu'on observe. Si maintenant on n'a pas cette fiche d'information avec nous, on essaie de retenir les informations et puis de les renseigner dans la plateforme web une fois arrivé à la maison. D'accord. Mais on a une bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de développer une application smartphone pour Tiono qui permet donc de renseigner Yes. directement C'est-à-dire que je suis à sur, bord. voilà, on le voit sur les images là. Hein. Je suis sur mon bateau avec mon application sur mon téléphone directement. Je peux remplir et donc informer. Et même rajouter des photos qu'on vient Eh de oui. prendre. Et normalement, même, il utilise directement la fonction GPS pour qu'on n'ait pas besoin de se dire où est-ce qu'on est exactement. Ah oui, oui, bien sûr. Eh bien oui, parce qu'il faut savoir où on est. Est-ce que ces informations peuvent servir aussi le développement touristique de notre île? Je pense notamment à nos professionnels qui vivent de ça, de l'observation des animaux ou de faire observer les animaux. Est-ce que pour eux, ça peut être une source d'information? Oui, alors Tiono, pour nous, pour le parc, c'est clairement un outil de sensibilisation D'accord. très important aussi. Ouais. Donc c'est pour impliquer les gens, vraiment les responsabiliser par rapport à la connaissance du milieu marin Ouais. et de demander à tout le monde de participer. Et le fait de participer et de consulter les guides d'identification permet aussi aux gens d'apprendre quelque chose sur ces espèces-là. Ouais. Si on se dit souvent que tout seul, on sert à rien, mais justement avec ce genre de réseau, même tout seul, on peut apporter sa petite pierre à l'édifice et participer à quelque chose de grand. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, depuis plus de 3 ans, combien d'informations sont remontées, des informations validées en tout cas? Alors au total, c'est un peu plus de 2500 observations. Ah ouais, quand même. Pour un petit peu moins de 200 observateurs. Après, dans les observateurs, il y a vraiment tous les profils différents. Il y a l'observateur professionnel qui va partager énormément d'observations. Il y a le particulier qui va aller régulièrement sur l'eau et partager. Et il y a les gens qui sont en vacances et qui partagent juste une observation. Et chacun a son importance et participe à sa manière. Samuel, une question. Oui, une question. Oui, c'est une question. Quelqu'un vient d'arriver, un touriste, ou alors là c'est le renouvellement des fonctionnaires et ainsi de suite. Ils vont dans le lagon, ils sont émerveillés, ils voient un banc d'huîtres. Ça sert à rien de vous dire qu'il y a un banc d'huîtres positionné à Kanikeli. Il y a un filtre quand même aux informations que vous recherchez, j'imagine. Alors oui, il y a des espèces cibles, comme déjà dit, qui sont bien identifiées sur le réseau ou qui sont dans notre guide d'observation, donc qui sont très importantes pour le parc. Donc c'est des espèces emblématiques, rares ou protégées dans le lagon. Et donc on essaye vraiment de pousser à contribuer là sur ces espèces spécifiques. Après, on invite aussi à tout le monde de partager des observations qui leur semblent importantes, parce que c'est important aussi que chacun puisse contribuer, n'importe l'importance de l'observation. Mais est-ce que vous pouvez être... On n'exclus aucune espèce en matière. Mais Je disais ça pour Patrick parce que dès qu'il voit une huître, il est émerveillé. Donc, Jeanne, Nils, est-ce que vous pouvez être aussi donner une orientation sur vos attentes, vos besoins? On sait que on fait très attention à cette étoile de mer qui dévore les coraux, si je dis pas de bêtises. la Arrêtez-moi si- Crotastère. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, mais est-ce que, par exemple, l'endroit où il y en a, ça peut être important pour vous? Est-ce que le fait de savoir certaines choses, c'est important pour vous dans le sens où, voilà, on cherche des informations là-dessus en ce moment? Est-ce que vous pouvez être donneur d'ordre en quelque sorte? Pour prendre votre exemple en l'occurrence, pour l'étoile de mer épineuse, oui, ça c'est très important d'avoir la localisation exacte et surtout, en fait,
Il faut savoir que c'est une espèce qui est naturellement présente à Mayotte, mais les événements qu'on essaye de rechercher, c'est quand il y a ce qu'on appelle les phénomènes de pullulation, qui là du coup peuvent vraiment représenter un danger donc pour les récifs coralliens. Et donc là, oui, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir le plus rapidement possible, à l'endroit exact, pour pouvoir essayer d'agir. Pour protéger notre lagon, pour l'aimer, on a besoin de vous tous. Et ils ont besoin de nous tous. C'est très simple, hein, vous y allez sur leur site qui est très très bien fait, tiono.fr, TSIONO.fr, tiono.fr. Et puis là, vous allez avoir toutes les informations. Jeanne, Nils, merci beaucoup d'être venus ce matin sur ce plateau. Et puis bravo pour le boulot que vous faites. On en a besoin parce qu'on l'aime, notre lagon. C'est le plus beau lagon du monde. On va le protéger. Mais pour le protéger, il faut bien le comprendre. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.